La nuit était d'un calme presque surnaturel à Ouagadougou, comme si la ville, drapée dans l'obscurité, s'était figée dans une attente muette. Debout près de la grande fenêtre du palais de Kossiam, le président Ibrahim Traoré scrutait l'horizon. Les rues, plongées dans un silence profond, semblaient endormies sous un ciel sans étoiles. Un vent sec, chargé de poussière rouge du Sahel, soufflait doucement, mais Ibrahim percevait autre chose dans l'air. Une tension, une menace tapie dans l'ombre. Depuis des semaines, des incidents troublants s'accumulaient. Des plans militaires cibles et confidentiels disparaissaient sans explication. Des réunions secrètes étaient compromises avant même d'avoir lieu, et les ennemis du Burkina Faso semblaient anticiper chaque mouvement du gouvernement. Ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un, dans son cercle le plus intime, trahissait la nation. Ibrahim le sentait, comme un instinct forgé par des années de combat, de sacrifice et de méfiance envers les promesses creuses des puissants. Le Burkina Faso, sous son leadership, avait arraché sa liberté aux griffes des anciennes puissances coloniales. Ibrahim avait expulsé les troupes étrangères, repris le contrôle des mines d'or et des terres agricoles, et redonné une voix à un peuple longtemps réduit au silence. Mais cette indépendance, chèrement acquise, avait attisé la colère des Grandes de Puchilde. Les puissances déchues ne comptaient pas capituler sans combattre. Dans l'ombre, elles tramènent, utilisant des espions, des pots de vin et des traîtres pour déstabiliser le pays. Ibrahim, un homme au regard d'acier et au cœur dévoué à sa nation, savait que la guerre ne se livrait plus seulement sur les champs de bataille, mais dans les couloirs feutrés, les conversations chuchotées et les valises remplies d'argent sale. Tout avait basculé quelques jours plus tôt, lorsqu'un jeune officier, le capitaine Nabazongo, avait intercepté un message codé dissimulé dans un rapport agricole en apparence anodin. Ce document, d'une banalité trompeuse, contenait des cartes militaires, des noms de contacts stratégiques et des secrets capables de faire tomber le gouvernement en un instant. Nabazongo, un homme discret mais d'une loyauté à toute épreuve, avait immédiatement alerté le président. Ibrahim, fidèle à son calme légendaire, avait convoqué une réunion secrète à minuit dans une salle isolée du palais. Autour de la table, ses conseillers les plus proches, généraux, ministres et le colonel Désiré Attara, un vieil ami d'Ibrahim, un compagnon d'armes qui avait partagé ses rêves d'un Burkina Faso libre, juré de protéger la nation à ses côtés. C'est là que Nabazongo, d'une voix ferme mais respectueuse, avait lâché une révélation qui glaça l'Assemblée. Le traître était Attara. Les preuves étaient inaccablantes. Des écoutes téléphoniques, des messages interceptés, des rencontres clandestines. Attara, l'homme qui connaissait tous les secrets de la défense nationale, vendait son pays depuis des mois. Un silence oppressant s'abattit sur la pièce. Les regards convergèrent vers le colonel, qui restait impassible, un sourire énigmatique aux lèvres. Ibrahim, le cœur lourd mais le visage de marbre, observa chaque personne dans la salle. Personne ne bougea. Puis, d'une voix posée, il déclara « Personne ne l'arrête. Nous attendons. Nous surveillons. » Il prit une profonde inspiration avant d'ajouter « S'il y a un serpent dans cette maison, nous ne le tuons pas tout de suite. Nous le suivons jusqu'à son nid. » La chasse était ouverte. Les jours suivants furent une épreuve de nerfs. Ibrahim poursuivait ses activités comme si de rien n'était. Il serrait des mains lors des cérémonies officielles, prononçait des discours enflammés sur la souveraineté nationale,
rencontrait des dignitaires étrangers avec son assurance habituelle. Mais, à l'intérieur, il bouillonnait. Chaque mot, chaque geste, chaque regard du colonel Attara était scruté. Ce dernier, fidèle à son rôle, jouait la comédie avec une aisance déconcertante. Il souriait, plaisantait, se comportait comme l'ami fidèle qu'il avait toujours prétendu être. Trop calme, trop parfait. Pendant ce temps, dans l'ombre, l'équipe secrète d'Ibrahim, dirigée par le capitaine Nabazongo, tissait une toile autour du traître. Ils mirent son téléphone sur écoute, suivirent sa voiture banalisée à travers les rues poussiéreuses de la capitale, notèrent chaque personne qu'ils rencontraient, chaque lieu qu'ils fréquentaient. Ce qu'ils découvrirent dépassait leurs pires craintes. Chaque nuit, Attara quittait le palais à bord d'une voiture noire sans escorte pour se rendre dans une maison discrète située à quelques rues de l'ambassade de France. Une maison en apparence vide, mais que les habitants d'Ouagadougou soupçonnaient depuis longtemps d'être un repère d'espions. Ibrahim ordonna l'installation d'une caméra miniature de l'autre côté de la rue, dissimulée dans un arbre. Une nuit, les images confirmèrent leurs soupçons. Attara entrait dans la maison et rencontrait deux hommes en costume, l'un américain, l'autre européen. Ils lui remirent une valise noire et un dossier contenant des informations sensibles, dont l'itinéraire complet des déplacements d'Ibrahim pour le mois suivant. La trahison était désormais irréfutable. Seul dans son bureau, éclairé par la lueur tremblante d'une lampe, Ibrahim visionna la vidéo. Ses poings se serrèrent, son souffle devint court. Trahi par celui qu'il appelait son frère, un homme qui avait pris une balle pour lui lors d'une embuscade des années plus tôt dans les collines arides du Nord. Un homme avec qui il avait partagé des repas frugaux, des rires autour d'un feu de camp, des souvenirs de guerre et des promesses solennelles. La douleur était vive, comme une lame enfoncée dans sa poitrine. Mais Ibrahim ne céda pas à la colère. Il transforma sa blessure en stratégie. Il décrocha son téléphone et prononça 3 mots au capitaine Nabazongo. Il est temps. Le lendemain, le colonel Attara fut convié à une réunion de sécurité au dernier étage du ministère de la Défense. Il entra, comme toujours, avec son sourire confiant, saluant les officiers d'un signe de tête désinvolte. Mais, cette fois, il n'y eut pas de poignée de main chaleureuse. À la place, 10 soldats armés se tenaient en cercle autour de la pièce, leurs fusils prêts, leurs visages fermés. Au centre, Ibrahim Traoré, droit comme un roc, le regardait fixement. Le sourire d'Attara vacilla, ses yeux trahirent une lueur d'inquiétude. Ibrahim s'avança, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « Tu étais mon frère désiré. Pourquoi ?» Attara resta muet, les yeux baissés, incapable de soutenir le regard perçant d'Ibrahim. Ce dernier s'approcha encore, sa présence imposante remplissant l'espace. « Tu as vendu ce pays pour combien? Quelques dollars? Une maison à l'étranger? Tu crois qu'ils te protégeront maintenant? » Toujours pas de réponse. Nabazongo posa alors une valise sur la table, l'ouvrit lentement, révélant des dispositifs de suivi, des liasses de billets étrangers et une clé USB dissimulée dans une doublure. Ibrahim, glacial, déclara « Tu n'iras pas en prison, pas encore, tu vas parler. » La pièce devint un tombeau de silence. Attara fut conduit dans une salle d'interrogatoire, une pièce froide, sans fenêtre, où le temps semblait suspendu. Pendant des jours, il resta seul, face à ses pensées, vidé de toute arrogance. Les murs gris, l'absence de lumière,
le tic-tac incessant d'une horloge invisible pesait sur lui. Derrière un miroir sans teint, Ibrahim l'observait, impassible, mais le cœur déchiré. Cet homme, il l'avait aimé comme un frère. Ils avaient partagé des nuits blanches à planifier la libération de leur pays, des éclats de rire autour d'un thé brûlant, des promesses dites et gravées dans le sang et la sueur. Et maintenant, ils étaient ennemis. Le capitaine Nabazongo entra dans la pièce, posa la clé USB sur la table et dit « Nous l'avons ouverte. Chaque fichier, chaque secret que tu leur as donné, tout est là. » Atara baissa la tête, ses épaules s'affaissèrent, son masque de confiance enfin brisé. « Tu n'es pas obligé de parler, » continua Nabazongo. « Mais quand ils sauront que tu es fini, ils te jetteront comme un déchet. Ils ne se soucient pas de toi. Nous sommes ta seule chance. » Les heures s'étirèrent, interminables, comme une torture silencieuse. Atara, autrefois si fier, si sûr de lui, n'était plus qu'une ombre de l'homme qu'il avait été. Enfin, il craqua. Il parla d'une voix rauque, brisée par la honte. Il raconta tout. 1 an plus tôt, des agents américains et européens l'avaient approché lors d'un sommet régional à Abidjan. D'abord, ils l'avaient flatté, louant son influence, son charisme, son rôle clé dans l'armée burkinabé. Puis, ils avaient bien proposé de l'argent, des sommes qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Enfin, ils se lui avaient promis l'impensable, une maison à Paris, un poste à l'ONU, du pouvoir après la chute d'Ibrahim. Il voulait bien reprendre le contrôle du Burkina Faso, de son or, de ses terres, de son avenir. Atara, aveuglé par l'ambition et la rancune, car il avait toujours jalousé, au fond, la popularité d'Ibrahim, avait cru en leurs mensonges. « Je pensais qu'ils me protégeraient, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Mais maintenant, je vois qu'ils m'ont utilisé. » Ibrahim entra dans la pièce et s'assit face à lui. Un long silence s'installa, lourd, presque suffocant. Les 2 hommes, autrefois inséparables, se regardaient un peu comme des étrangers. Puis Ibrahim parla d'une voix calme mais ferme. « Tu ne m'as pas seulement trahi, Désiré. Tu as trahi les mères qui pleurent leurs fils tombés au combat, les paysans qui labourent la terre sous le soleil brûlant, les soldats qui risquent leur vie pour protéger nos frontières. Tu as vendu leur espoir, leur avenir. » Atara, incapable de soutenir son regard, murmura « Je suis désolé. » Ibrahim se leva, sa silhouette imposante projetant une ombre sur le traître. « Tu répondras de tes actes, mais d'abord, tu vas nous aider à les arrêter. » Ainsi débuta une nouvelle mission, un jeu d'échecs dans l'ombre. Ibrahim et son équipe décidèrent d'utiliser Atara pour intoxiquer les espions étrangers avec de fausses informations. Chaque message qu'il envoyait était un piège soigneusement conçu, chaque document partagé un leurre méticuleusement préparé. Les agents étrangers, croyant toujours avoir l'avantage, tombaient peu à peu dans le filet tendu par Ibrahim. Un fonctionnaire de l'ambassade disparut sans explication, un autre fut discrètement expulsé du pays, un 3e fut dénoncé dans les médias burkinabés comme un espion. Le Burkina Faso, autrefois proie vulnérable, devenait un prédateur redoutable. Au cœur de cette guerre secrète, Ibrahim restait inébranlable. Chaque nuit, il rejoignait l'équipe de Nabazongo dans une salle cachée du ministère de la Défense, où des cartes tapissaient les murs, des lumières clignotaient sur des écrans et des radios crépitaient sans relâche.
Il guidait chaque mouvement, anticipait chaque contre-attaque, analysait chaque détail avec une précision chirurgicale. Nabazongo, quant à lui, se révélait un stratège brillant. Sous ses airs discrets, il orchestrait les opérations avec une efficacité redoutable, coordonnant les écoutes, les filatures et les interceptions comme un chef d'orchestre. Ensemble, ils formaient un duo imparable, l'un un lion charismatique, l'autre une ombre méthodique. Puis, une opportunité majeure se présenta. Un agent étranger, un certain Reed, se faisant passer pour un conseiller agricole, demanda à rencontrer Atara dans une maison sécurisée à la périphérie de la capitale. Il parlait d'une « phase finale », un plan urgent et dangereux qui, selon les écoutes, visait à provoquer un chaos politique avant les prochaines élections. Ibrahim, les yeux brillants d'une détermination farouche, réunit son équipe et donna l'ordre. On les prend maintenant. L'opération fut planifiée dans le plus grand secret. Pas d'uniforme, pas de bruit, juste des ombres glissant dans la nuit. À minuit, Atara entra dans la maison, équipé d'un micro caché et d'un traceur cousu dans sa ceinture. Ses mains tremblèrent, son front luisait de sueur. Il savait que la moindre erreur pouvait lui coûter la vie, mais il savait aussi qu'il devait racheter, ne serait-ce qu'en partie, sa trahison. À l'intérieur, Reed et un autre agent européen l'attendaient, leurs visages tendus. « Tu as été discret, trop discret, » dit Reed, suspicieux. Le président se doute de quelque chose. Atara, jouant son rôle à la perfection, répondit « Il me fait confiance. Voici les dossiers pour la phase suivante. » Il tendit un faux document, puis se pencha vers Reed, baissant la voix. « Il faut agir vite. Le président doit tomber avant les élections. » À l'extérieur, Ibrahim écoutait chaque mot à travers un casque, ses doigts crispés sur la table. Son visage restait impassible, mais son cœur battait à tout rompre. C'était le moment. Il donna le signal. En quelques secondes, l'équipe de Nabazongo investit la maison comme des spectres. Les portes s'ouvrirent à un école sans un bruit. Les armes se levèrent et Reed et son complice se retrouvèrent encerclés, figés par la surprise. « Vous êtes en état d'arrestation », déclara Nabazongo, sa voix aussi froide que l'acier. Reed protesta, invoquant son statut diplomatique, mais Nabazongo coupa court. « Pas ce soir. Ce soir, vous êtes fini. » Ibrahim entra alors dans la pièce, seul, sans armes, sa simple présence imposant le silence. Reed le fixa, un rictus de défi sur le visage. « Tu penses avoir gagné ?» lança-t-il, sa voix tremblante de rage. Ibrahim répondit, sa voix est aussi calme qu'un lac gelé. « Je n'ai pas gagné. Le Burkina Faso a gagné. » Le lendemain, le monde se réveilla avec des titulaires les plus fracassants, espions étrangers arrêtés au Burkina Faso, complot déjoué par le président Traoré, Ouagadougou expose un réseau d'espionnage. Les ambassades étrangères, prises au dépourvu, multiplièrent les déclarations embarrassées, invoquant des malentendus et des erreurs administratives. Mais le mal était fait. Le Burkina Faso avait frappé un grand coup et au centre de cette victoire se tenait Ibrahim Traoré, un homme qui avait transformé la trahison en triomphe, la faiblesse en force. À Ouagadougou, l'atmosphère avait changé. Le soleil semblait briller plus fort, comme si la terre elle-même célébrait la victoire. Des foules se rassemblèrent de Bemiokopoin devant le palais de Kossiam, scandant le nom d'Ibrahim, agitant des drapeaux verts, rouges et jaunes. Dans les marchés,
Les radios diffusaient des chansons à la gloire du lion de Ouaga, et dans les villages reculés, où l'électricité était rare, les anciens racontaient son histoire comme une légende. Les enfants, assis en cercle, écoutaient, les yeux écarquillés, les récits du président qui avait défié les puissants et protégé la nation. Mais Ibrahim, fidèle à lui-même, ne se laissa pas emporter par l'euphorie. Debout sur le toit du palais, il observait son peuple, le regard perdu dans l'horizon. Il savait que cette victoire, aussi éclatante soit-elle, n'était qu'une bataille dans une guerre plus vaste. Les ennemis reviendraient, sous une autre forme, avec d'autres visages, d'autres stratagèmes. Mais il était prêt. Son peuple était prêt. Ensemble, ils avaient prouvé que le Burkina Faso n'était plus une proie, mais un prédateur, un lion éveillé. Ce soir-là, il s'adressa à la nation. Pas de discours grandiose, pas de mots inutiles. Vêtu de son uniforme militaire, simple mais impeccablement repassé, il s'avança vers le micro, droit, déterminé. La foule, rassemblée devant les écrans et les radios à travers le pays, retint son souffle. « Je ne vous parle pas en tant que président, dit-il, mais en tant que votre frère, votre fils, votre soldat. Des puissances étrangères ont tenté de nous voler notre avenir. Elles ont utilisé l'un des nôtres pour nous diviser, nous affaiblir, nous plonger dans le chaos. Mais elles ont échoué. » La foule éclata en acclamations, les klaxons résonnèrent dans les rues, les gens dansaient dans les salons de thé. « Le Burkina Faso n'appartient qu'à son peuple, » continua-t-il, sa voix résonnant comme un serment. « Et tant que je respirerai, je le protégerai au péril de ma vie. » Plus tard, sous un ciel étoilé, Ibrahim s'assit avec Nabazongo sur la terrasse du palais. Une légère brise caressait les palmiers et le silence de la nuit était apaisant. « Tu as été brillant, » lui dit Ibrahim, un rare sourire éclairant son visage. « J'ai suivi votre exemple, monsieur, » répondit le jeune capitaine, une lueur de fierté dans les yeux. Ibrahim leva les yeux vers les étoiles, songeur. « Ils essaieront encore, » murmura-t-il. « Peut-être avec plus de ruse, plus de ressources. »« Alors nous les arrêterons encore, » répondit Nabazongo, sa voix pleine d'assurance. Ibrahim hocha la tête, son sourire s'élargissant légèrement. « Oui, tant que nous restons unis, ils ne prendront jamais cette terre. » Et ainsi, le lion se reposa, mais seulement pour un instant. Car les hommes, comme Ibrahim Traoré, ne dorment jamais longtemps. Ils veillent, ils luttent, ils protègent. Non. Dans les villages, les mères chantaient son nom. Dans les casernes, les soldats redoublaient d'ardeur. Et dans les cœurs du peuple, un feu nouveau brûlait, un feu de courage, de dignité, de liberté. La guerre des ombres continuait, mais le Burkina Faso avait trouvé son gardien, son bouclier, son lion. Et tant que ce lion rugirait, la nation resterait debout, fière, indomptable.